C'est ma vision de la voiture. Si je comprends bien, je dois vous laisser manger, ce qui est quand même un des buts de la réunion. Mais je vais me permettre quand même de poser, donc ce sera une réponse rapide, hein, encore une question à Thierry, parce que je pense que ces réponses sont tout à fait passionnantes. On voit bien que le groupe d'ITREN aussi est organisé pour l'évolution qu'on va vivre dans l'attitude du consommateur par rapport à la propriété du véhicule. En fait, le groupe d'ITREN vend des voitures neuves, il fait du leasing, il fait de la location à court terme puisqu'il est l'actionnaire majoritaire d'Evis Europe. Donc on voit bien là déjà la transition vers location court terme, lequel Evis Europe travaille notamment, tu l'as dit, à Paris sur la question, il y a le Vélolib, hein, de l'autolib, hein, donc la voiture partagée. Donc on voit bien que le groupe se positionne sur ces différentes alternatives. In a nutshell, quelle est ta perception sur la vision qu'on peut avoir de l'évolution de l'attitude de l'homme, du consommateur, hein, par rapport à cet aspect de propriété? Comme toujours, l'un ne remplacera pas l'autre, c'est toujours qu'une évolution, mais je crois certainement qu'il y a une évolution qui va se faire de la propriété vers l'utilisation. Je prends un exemple, à Paris, il y a déjà grosso modo 25% de conducteurs qui n'ont plus de voiture parce qu'ils n'ont pas de garage et qui ne savent plus où les parquer. Mais de nouveau, j'ai envie de dire, voilà, c'est le marché de la ville qui va être différent du marché ailleurs. Donc je crois qu'on aura dans le futur et la possession et de l'utilisation de voitures, les deux. Voilà. Bien. Je pense que bon appétit. Je remercie de cœur. Merci. Merci pour de bonnes questions. Ik heb nu het genoegen enkele vragen te stellen aan professor Vaas. We zullen meer de globale visie, de globale vooruitzichten met hem bekijken. En passant, je lui demanderai aussi s'il partage la vue qui a été exprimée par Thierry au niveau de la prévision et de l'évolution automobile. D'abord, je voudrais le remercier d'être avec nous et d'accepter de répondre à nos questions. Bon, l'avenir est incertain, on n'apprend rien à personne. Als ik mijn vriend Bruno Colman lees, ik ben zijn laatste boek aan het lezen. Het is niet gemakkelijk, want er komt een nieuw boek praktisch iedere 2 weken. Maar ik tracht hem te volgen en ik heb enorm veel respect et sympathie pour hem. Mais quand je lis Bruno Colman, il nous annonce maintenant une longue période, dans le fond, d'après-crise, mais qui sera encore une forme de crise. Il nous parle, période qu'on a connue dans le passé aussi, il nous parle de stagflation. Donc, j'aimerais bien un petit peu entendre votre vision sur, puisqu'on essaie de réfléchir, 2015, 2020, vers où allons-nous? Et je voudrais me permettre aussi de poser une question très globale, mais est-ce que vous pensez qu'on va répondre, l'ensemble de l'humanité, de notre monde, aux tout grands défis? Les grands défis, on voit bien une population qui va monter de 7 milliards d'hommes sur la Terre à 9 milliards, pour après sans doute se stabiliser, peut-être, on l'espère, parce que ça va être difficile à supporter, peut-être se réduire. Est-ce qu'on va trouver à gérer les matières premières? On voit bien l'envolée pour le moment du prix des matières premières. Est-ce que, compte tenu des différentiels au plan économique qui vont se présenter, est-ce qu'on va pouvoir gérer les flux d'immigration? On voit bien la difficulté que la vieille Europe a par rapport à les États-Unis, waar toch een open land blijven. Ze zijn wat daar met 300 miljoen mensen, waar men ziet, en het gaat verder groeien in principe, waar in Rusland men bijvoorbeeld weet, dus ze komen van rond 150 miljoen, het is nu aan het dalen, en als er niets gebeurt, als de opening van het land voor immigratie, dat ziet er niet zo uit. Ze gaan dalen tot
iets als een 100-tal miljoen, une centaine de millions. Donc on voit bien ces grands défis. Est-ce qu'on va pouvoir répondre à toutes ces questions, notamment donc, le climat, l'immigration, la démographie. Je sais que ce sont des questions extraordinairement vastes. C'est fabuleux comme introduction. Tout à fait, très bien. C'est le principe. Je ne connais pas l'avenir. Donc ça, c'est déjà un postulat de base qui n'est pas évident à gérer. Et merci pour les questions, parce que je crois qu'elles sont au centre de nos développements. Alors, je ne connais pas l'avenir. Il n'y a qu'une chose que je sais. Donc, il y a une bonne nouvelle, c'est que les individus, les entreprises et les sociétés ont un avenir. C'est quand même déjà une bonne nouvelle. Et alors, en plus, on a tous un avenir fini. On est tous voués. Non, mais c'est quand même important parfois de se rendre compte de ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'en 2030, il n'y a plus de concessionnaires auto. Donc ça, c'est le... Donc ça, c'est donc c'est la... Donc voilà. Donc ça, c'est la... Donc ça, c'était la mauvaise nouvelle donc, alors, je ne suis pas du tout expert dans le domaine, mais alors, c'était pour être sûr d'avoir l'attention de tous. Mais donc, plus fondamentalement, ce seront plutôt des prestataires de services de mobilité, comme finalement les concessionnaires aujourd'hui ont évolué, même si on a l'impression que non, puisqu'ils nous vendent du service. Ils vendent du financement maintenant, ils vendent de l'assurance. Donc, ce n'est pas que vendre une voiture, au contraire. Donc, il y a vraiment un élargissement finalement du métier. Et les importateurs devront aussi se réinventer, parce que s'ils n'ont pas de valeur ajoutée dans la filière, ils disparaîtront. Et donc, mais voilà. Mais donc, fondamentalement, je pense qu'il va y avoir une évolution, et j'ai le sentiment qu'on a connu au XIXe siècle la révolution industrielle, et qu'à mon sens, le XXIe siècle sera centré sur une révolution majeure énergétique. Et la révolution énergétique, pour moi, va avoir un impact non seulement sur le secteur automobile, mais fondamentalement sur la société. Si on revoit notre réflexion énergétique, ça a une incidence majeure, sociétale, sur les entreprises et sur les comportements des individus. Et pourquoi ? Parce qu'on observe qu'aujourd'hui, on a un tas de dilemmes sociétaux très importants, dilemmes et tensions entre prospérité et pauvreté, de part et d'autre dans certaines régions, des dilemmes de développement entre la croissance et le respect de l'environnement, des dilemmes aussi, et on le voit de manière très forte aujourd'hui avec la catastrophe au Japon, sur cette tension de confiance, un dilemme de confiance, entre la sécurité, la sécurité et un repli sécuritaire qui serait tout à fait possible, est-ce qu'on va pouvoir obtenir son énergie au niveau de son pays et on regarde avant tout cette autonomie, ou au contraire une ouverture internationale. Et donc je trouve que tous ces dilemmes sont autour de cette révolution énergétique à réinventer dans les 20 années à venir. Alors, moi, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir quels seront les enjeux. Simplement, il y a des techniques qui peuvent être utilisées pour justement essayer de se dire mais comment je vais pouvoir me projeter dans cette incertitude ? Parce que, aussi, je pense, une des grandes caractéristiques de la société aujourd'hui, parce que l'énergie, c'était aussi dans le passé, mais c'est qu'elle se complexifie. Tout est imbriqué. Les différents niveaux de réflexion doivent être imbriqués. Et je pense, en tout cas, que les sociétés occidentales ne sont pas préparées à la complexité. Pourquoi ? Parce que nous avons un substrat culturel basé sur Descartes, sur l'approche analytique de décomposition des choses en éléments plus simples. Et moi, j'invite les managers à faire le saut vers une approche systémique, qui change la perception, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux interactions entre les différents éléments du système et des sous-systèmes qu'il compose. Et je trouve qu'on n'est pas du tout naturellement, de par l'éducation, de par notre culture occidentale, armé pour ces réflexions globales
qui fonctionne sur une approche beaucoup plus systémique qu'une approche analytique dans laquelle on est beaucoup plus à l'aise. Et d'ailleurs, on forme aussi, nous en tant que business school, à la Louvain School of Management, on forme des bons techniciens, analystes, analytiques, mais nous avons une responsabilité de les amener à pouvoir mener des réflexions dans une complexité par une approche beaucoup plus systémique. Einstein disait il faut simplifier les réalités complexes le plus possible, mais pas trop. Donc voilà en gros les éléments que je verrai. Alors sur le... Je n'ai pas moi de... Je vous avoue que sur... oui, non. Alors sur ces éléments, je ne suis pas vraiment expert sur le devenir. Alors on parle parfois aussi de décroissance. Personnellement, je crois qu'on est dans un système de croissance, mais qui devrait être différente. Et peut-être je pourrais en toucher un mot dans la suite de l'exposé. Il y a un réel enjeu à changer notre modèle mental. Et c'est peut-être, alors il y avait une grande force dans l'exposé précédent, mais ce qui a été présenté est présenté dans ce que j'appelle des changements de type 1. Alors un changement de type 1, c'est comment faire du neuf dans le système existant. Donc comment être meilleur dans le système et le mode de pensée et de réflexion existant. Donc dans le modèle mental existant. Il pourrait être intéressant de faire des exercices, et je sais que ça c'est pas dans l'opérationnel, mais de passer à des modèles de changement de type 2. Ça veut dire qu'on remet même en cause le cadre de référence dans lequel on se situe. Et il y a des exemples extraordinaires d'entreprises qui ont fait ça, qui ont réinventé leur métier, qui ont réinventé leur secteur. On pense, parce qu'on n'y pense plus maintenant, mais Ikea a réinventé le secteur de l'ameublement. C'est vraiment une réinvention complète. Alors aujourd'hui, ça paraît évident, Ikea existe. Enfin, avant Ikea, on allait chercher son meuble et 2 mois après, on était livré. Aujourd'hui, Ikea vous dit, vous allez chercher vous-même votre meuble dans le stock, vous le transportez vous-même, vous le montez et vous remerciez Ikea pour le service qui est offert. Donc, fondamentalement, on a changé le modèle mental des consommateurs. Et je trouve que chaque dirigeant devrait s'amener dans ce mode de réflexion. Comment je peux revoir les règles du jeu ? Ça me paraît une piste, en tout cas, intéressante dans des exercices de prospective, comme on le dit actuellement. Enfin, voilà pour... Oui, je vais